Un nouveau journal sur RTI1. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Tout de suite, le sommaire. En Côte d'Ivoire, l'audience accordée hier par le président de la République, Alassane Ouattara, à l'ancien président du Niger, Mamadou Issoufou. Leurs entretiens se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Au menu, la sécurité et le changement climatique dans le Sahel. Toujours en Côte d'Ivoire, cet appel lancé hier par le Premier ministre, Patrick Hachi, qui demande aux entreprises du secteur privé de recruter davantage de jeunes diplômés. C'était lors du lancement du programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion 2022-2023. Enfin, une attaque terroriste hier à Djibo, dans le nord du Burkina Faso. Bilan, au moins 10 soldats morts. L'ancien président du Niger, Mamadou Issoufou, était hier en Côte d'Ivoire où il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Au menu de leurs entretiens, la mission sécurité-développement confiée à Mamadou Issoufou par les Nations Unies et en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Les échanges se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les précisions de Viviane Haïma. C'est lors de sa mission de travail au Niger du 2 au 3 mai 2022 que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a confié à l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, la haute responsabilité de diriger en tant que président le panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Une mission de grande importance quand on sait la difficile situation que connaît aujourd'hui cette partie du continent africain confrontée au péril terroriste et à la désertification qui avance. Ce lundi 24 octobre, le président Mahamadou Issoufou, président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, a rendu une visite au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel pour prendre des avis et conseils pour mener à bien la mission qui lui a été confiée, ainsi qu'il l'a indiqué. Notre entretien a porté essentiellement sur la mission sécurité-développement que m'a confié le secrétaire général des Nations Unies en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Il s'agit d'une mission d'évaluation, sécurité-développement dans ce que j'appellerais un peu l'espace du Sahel géopolitique, qui est différent du Sahel géographique. C'est tout cet espace où existent les menaces des organisations terroristes et criminelles. Il y a une vingtaine de pays concernés et tous ces pays sont confrontés non seulement aux défis sécuritaires, mais à d'autres défis climatiques, défis démographiques, défis humanitaires également, défis du développement économique et social. Pour faire face à ces défis, les États ont défini des stratégies, leurs partenaires également ont défini des stratégies. Il s'agit, dans le cadre de cette mission, de faire une évaluation de l'ensemble de ces stratégies et de faire des propositions et des recommandations afin de répondre efficacement aux défis auxquels les pays sont confrontés. Alors, dans le cadre de cette mission, je suis venu demander le soutien de mon frère et ami, le président Alassane Ouattara, pour que cette mission soit une réussite, pour que cette mission soit utile pour nos pays et soit utile pour nos peuples. Et le président Alassane m'a promis son soutien. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour la remercier. Voilà l'objet de l'entretien que je viens d'avoir avec mon frère et ami, le président Alassane Ouattara. Le président Mahamadou Issoufou devait regagner Niamey ce lundi même après son entrevue avec le président Alassane Ouattara.
Toujours en Côte d'Ivoire, le secteur privé sollicité pour offrir davantage de stages aux jeunes diplômés. Cet appel a été lancé hier par le Premier ministre Patrick Achi lors du lancement du programme national de stages, d'apprentissage et de reconversion 2022-2023. C'était au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. Le point dans ce reportage de Alexis Ouedraogo. Ce lundi à Abidjan, la jeunesse est à l'honneur. Plusieurs membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre Patrick Achi, sont venus communier avec cette importante frange de la population, mais surtout offrir davantage d'opportunités de stage, d'apprentissage et de reconversion. Chaque année académique, ce sont plusieurs milliers de jeunes qui sont admis ou admissibles aux examens de fin d'année. Mais la majorité de ces étudiants et diplômés se retrouvent confrontés à de nombreuses difficultés pour accéder aux opportunités du marché du travail. De nombreux autres jeunes non scolarisés, déscolarisés ou encore sortis du système éducatif sans qualification peinent à trouver des emplois décents. Cette situation qui rompt l'égalité de chances de ces jeunes devant l'accès à l'emploi impose de leur offrir une seconde chance d'acquérir une qualification. Pour cette année académique 2022-2023, ce sont plus de 12 000 diplômés de la formation professionnelle, 26 832 jeunes déclarés admissibles au brevet de technicien supérieur BTS à qui il va falloir trouver sur les 12 mois à venir des opportunités de stage pour améliorer leur employabilité ou valider leur diplôme. Destiné à améliorer l'employabilité des jeunes, le PNSAR 2022 va dérouler les programmes de type stage pré-emploi ou de qualification, stage école ou de validation de diplôme, formation par apprentissage et formation de reconversion. Les plus heureux, bien sûr, sont les bénéficiaires. Après l'obtention de mon BTS, j'avais du mal à trouver un stage de qualification. C'est en cela que je me suis tournée vers l'agence emploi jeune, qui était déjà passé à mon école pour donner des formations et des informations sur les différents programmes qu'offre l'agence emploi jeune. Par la grâce de Dieu, j'ai été retenue en tant que conseiller client au premier centre de contact ivoirien, en abrégé PCC. Le programme d'aide à l'embauche mettra en stage des jeunes diplômés dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans pour acquérir une expérience professionnelle. Le programme de stage école, lui, va mettre en stage des jeunes admissibles à différents examens en vue de leur permettre de valider leur diplôme, quand le dispositif d'apprentissage viendra encourager la mise en formation de jeunes déscolarisés ou faiblement scolarisés en vue de développer leur employabilité pour apprendre un métier. Quand il s'avance au pupitre, Patrick Achi fait tomber la veste pour partager une tranche de vie qui raconte que seul le ciel est la limite. Moi, mon expérience est simple. J'étais dernier de ma classe au CP. J'étais dernier de ma classe au CP2. Vrai dernier, hein, c'est pas vrai. Et comme regarde là, je ne ressemble pas à quelqu'un qui peut être dernier. Mais j'étais dernier. Parce qu'au CP1, c'est là où mon père m'a envoyé du village pour venir à Gamay commencer le CP1. Et tout le monde parlait français sauf moi. Donc, si moi j'ai pu faire ça, mais vous, où est-ce que vous ne pouvez pas arriver? Qui peut vous décourager? Sur la période 2021-2025, la demande potentielle d'insertion professionnelle est estimée à plus de 2 300 000 opportunités à mobiliser. On dépose des dossiers de stage. On va ici, on vient, et puis on est fatigué. Non, on n'est jamais fatigué. On n'est jamais fatigué. Parce que votre heure est là, elle vous attend. Il y a deux choses que vous devez retenir. Le travail ne trahit jamais. Jamais. Son résultat ne vient peut-être pas au moment où vous avez décidé, où vous attendez. Mais son résultat vient toujours. 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 Et souvent, au moment où vous y attendez le moins. C'est pour ça que pendant que vous travaillez, ne soyez pas en train de réfléchir à ce que vous devez faire après. Parce qu'à force de chercher à réfléchir à ce que vous devez faire après, au poste qu'on doit vous donner, que vous méritez, qu'on ne vous donne pas, finalement vous ne travaillez pas assez. Vous dépensez de l'énergie à réfléchir à votre futur,
pendant qu'actuellement vous avez un travail auquel il faut consacrer toute votre énergie. Et si vous savez consacrer toute votre énergie à ce que vous faites, Dieu pourvoira. Apprenez toujours plus que ce qu'on vous demande. Autre point clé du programme, mobiliser et encourager administrations et entreprises publiques ainsi que le privé à offrir des opportunités aux jeunes. Nous sommes là, les jeunes, devant vous. Chacun parmi eux a un talent, un génie que lui-même ignore, mais que votre entreprise permettra de réunir. La vision portée par l'axe 4 du programme social du gouvernement traduit en actes la volonté concrète du chef de l'État de mettre toujours la jeunesse au cœur des priorités nationales. Autre actualité nationale, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, reconnu récemment acteur engagé dans la promotion de la loi sur l'accès à l'information. Le ministre Moussa Sanogo a donc présenté il y a quelques jours les prix de la commission d'accès à l'information d'intérêt public remportée par son département. Le point dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. Les 3 trophées attribués au ministère du Budget et du Portefeuille de l'État ont été remportés sur la base des résultats du monitoring des sites web des organismes publics organisés chaque année par la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP. Si le prix d'excellence est allé au cabinet pour sa constance dans la diffusion proactive des documents, celui de la meilleure direction générale est revenu au marché public. Cette cérémonie marque le cap pour que nous puissions davantage performer pour l'ensemble des structures sous tutelle, pour le cabinet lui-même, afin de pouvoir continuer à donner accès à l'information pour tous nos usagers. Selon le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, le droit des personnes à accéder aux informations et documents publics est devenu un indicateur important dans certains critères de notation de la Côte d'Ivoire. Moussa Sanogo a donc encouragé les agents à produire chaque jour des données et à les rendre disponibles pour les populations ivoiriennes et pour tous ceux qui ont intérêt à suivre l'évolution de la situation économique en Côte d'Ivoire. Notre site internet ambitionne de s'améliorer sans cesse. Et ce, pas pour glaner des trophées, mais surtout pour demeurer une source d'informations fiable et un outil pratique pour tous les usagers et les décideurs. J'espère en tout cas que les visiteurs du site repartent avec des idées claires sur les délais de passation des marchés et une assurance sur la fluidité des procédures. Désormais, le défi, c'est de maintenir le cap et de rendre davantage compétitif l'ensemble des sites internet du ministère et de ses démembrements en vue de répondre avec efficacité aux exigences de l'usager ou de mieux l'orienter dans ses démarches en fonction de ses besoins. Les énergies renouvelables au centre de cette réunion organisée dans le district d'Abidjan par les experts des 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Les réflexions ont porté sur les conditions favorables au développement de ces énergies renouvelables. Les explications dans ce reportage de Davis Oyo et Franck Quadio. L'éolienne, le solaire, l'hydroélectrique, autant de possibilités pour les énergies renouvelables et l'Afrique de l'Ouest en regorge. Ces énergies, appelées hydrogène vert, sont selon les experts une opportunité pour les 14 pays membres de la CEDEAO de combler le déficit de production énergétique et d'en faire un produit d'exportation. L'hydrogène vert, c'est l'énergie du futur. Vous savez que de plus en plus, nous cherchons à décarboniser la production de l'énergie. Et l'hydrogène, tout simplement, est devenu une source qui pourrait aider et favoriser cela dans les meilleures conditions. Vert parce que ça peut être produit à partir de sources d'énergie renouvelable. Donc on peut fabriquer de la molécule d'hydrogène qui peut servir après à plusieurs usages, à la production d'électricité, à des fins chimiques et à utiliser même dans les véhicules comme carburant. Malheureusement, l'exploitation de l'hydrogène vert comme ressource énergétique dans la région ouest africaine est encore au stade embryonnaire. Et pour faire bouger les lignes, les spécialistes de chaque pays réunis à Abidjan échangent sur la validation des conditions favorables en termes de politique, de cadre juridique et réglementaire pour la création d'un environnement propice et porteur dans ce milieu. La demande en matière d'énergie est toujours croissante.
Il faut donc explorer toutes les voies possibles pour permettre à la Côte d'Ivoire de répondre à ces exigences. Et donc, si nous réussissons à développer l'hydrogène, qui est une source potentielle d'énergie, cela contribuerait à aider la Côte d'Ivoire à résoudre ses problèmes de production et d'accès à l'énergie. La Côte d'Ivoire produit déjà un mixte énergétique qui oscille entre 20 et 30% par année, ce qui permet à Abidjan de figurer en tête des pays les mieux classés de la sous-région. Une place que le pays partage avec le Sénégal. L'hydrogène vert, c'est l'énergie du futur. Donc il y a des pays qui ont déjà élaboré leur politique, notamment les pays occidentaux. Nous, on ne doit pas être à la traîne. Donc c'est pourquoi c'est extrêmement important qu'on ait une politique régionale. Et maintenant, sur la base de cette politique et de cette stratégie régionale, chaque pays va voir où est-ce qu'il faut mettre le focus pour développer donc l'hydrogène vert. Les réflexions issues de cette rencontre régionale sur la politique de l'hydrogène vert vont être soumises aux différents chefs d'État de la CEDEAO pour accroître les investissements et accélérer le développement dans ce secteur. Des réflexions également sur les changements climatiques et leurs conséquences en zone rurale. C'était lors d'un séminaire international organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF. Les précisions de Moussa Konaté. Dr Éric Michel Assamoah, directeur de la lutte contre les changements climatiques, à la tribune de l'hémicycle. Face aux parlementaires, ce cadre du ministère de l'Environnement expose sur l'impact des changements climatiques. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du séminaire parlementaire sur les conséquences des changements climatiques en zone fragile, une initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. C'est une préoccupation mondiale et pour laquelle nous devons unir nos stratégies pour l'atténuation, pour la résilience, pour l'adaptation. Et comme nous sommes des parlementaires, il est tout à fait indiqué que nous soyons en amont de ces préoccupations pour qu'une fois mis sur document, notamment des lois, les textes d'application qui vont suivre puissent refléter non seulement les préoccupations des dirigeants, mais aussi les attentes des populations pour un développement harmonieux, quelles que soient les circonstances. Hausse des températures, perturbation de la pluviométrie, inondations, sécheresse. Les conséquences des changements climatiques préoccupent donc les parlementaires de la communauté francophone. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire se dit prête à jouer sa partition. Nous nous apprêtons à partir à la COP27 en Égypte pour continuer la réflexion sur les changements climatiques. Et l'Assemblée parlementaire de la francophonie a jugé utile que nous nous retrouvions ici à Abidjan pour mettre ensemble nos réflexions, adopter des positions communes. Ce séminaire va nous donner les outils pour bien asseoir notre réflexion, mais aussi nos politiques et sensibiliser aussi nos populations. Ce séminaire se tient avec l'appui de l'AFD, Agence française de développement. Il réunit plusieurs parlementaires venus du Niger, du Togo, du Sénégal, du Tchad et du Burkina Faso. Méagui, dans la région sud-ouest du pays, les enfants d'agriculteurs ont pu reprendre le chemin des classes dans le cadre de la rentrée académique 2022-2023. En effet, le nouveau prix du cacao, notamment 900 francs CFA contre 825 l'an dernier, a permis aux producteurs de préparer aisément la reprise des cours et les inscriptions de leurs enfants. Les explications de Jean Djadji. 900 francs le kilogramme pour le cacao. Pour la campagne principale 2022-2023. Depuis cette annonce, l'école reprend peu à peu ses droits dans la ville de Méagui. Faut-il le préciser, cette ville est un véritable pôle économique du fait de la culture du cacao. Nombreux sont les parents d'élèves qui étaient en attente du prix de la campagne 2022-2023 avant de procéder à l'inscription de leurs enfants. Cette directrice d'école primaire ne dira pas le contraire. Les parents attendaient le prix du cacao. Bon, et c'est quelque chose qui a été fait. Donc vraiment, aujourd'hui, les enfants sont là. Le prix fixé par les autorités gouvernementales a permis de changer la donne. Ce matin, Ungoran Georges vient inscrire sa fille. À cause des cacao, depuis je n'ai pas inscrit les enfants. C'est maintenant, j'ai vendu mon cacao. Cette année-là, le prix est bon. Dans cette école primaire, les élèves enfin inscrits ne cachent pas leur joie d'être à nouveau sur les bancs. J'avais envie de rejoindre l'école pour apprendre. Donc je suis très contente de venir aujourd'hui ici. Dans les lycées et collèges de la ville, c'est la même tendance. Comme vous pouvez l'observer, c'est maintenant que certains parents procèdent à l'inscription de leurs enfants.
Le motif de ce retard reste le même, l'attente de la fixation du prix du cacao. C'est le prix du cacao qu'on attend depuis fort longtemps. C'est pourquoi on ne vient pas inscrire les enfants. Comme ils ont dit les prix, c'est maintenant on est venu. Comme ici, nous sommes dans une zone agricole et c'est maintenant que le prix du cacao a été fixé. On espère que d'ici fin de cette semaine, en tout cas, les enfants seront là. Sinon, pour l'heure, nous avons commencé. Donc, je pense bien qu'ils vont faire passer l'information. Lors de sa visite dans les établissements, pour s'imprégner du bon déroulement des cours, le chef de la circonscription de Méagui a saisi l'occasion pour sensibiliser les parents d'élèves. La gratuité de l'école primaire est une réalité en Côte d'Ivoire. La fixation du prix du cacao ne doit être aucunement une excuse pour maintenir les enfants à la maison. Et nous interpellons encore les parents pour dire qu'à l'école primaire, c'est totalement gratuit. Ils n'ont pas besoin de droit d'inscription qu'ils fassent venir les enfants. Il y a un programme à terminer. Si les enfants traînent, puisque les cours ont commencé, il y en a qui vont prendre le retard et à la fin de l'année, leur succès va prendre un coup. Pour rappel, l'école est obligatoire pour tous les enfants. Les inscriptions au titre de l'année 2022-2023 se poursuivent. Dans l'actualité nationale également, l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles. C'était le 13 octobre dernier dans la commune de Cocody. Les membres de l'ANOPACI ont réfléchi sur un plan de relance et de redynamisation de leurs activités. Emmanuel Nyangoran et Jean-Louis Bambo. L'Assemblée générale extraordinaire de l'ANOPACI, l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, a été marquée par la présentation de son plan de relance et de redynamisation. Un plan dont la finalité est d'insuffler une nouvelle ère à l'organisation. Depuis plus de 2 décennies, l'ANOPACI a été dirigée et a fait beaucoup de progrès dans certains domaines, mais aussi des lacunes. En tant que porte-voix de l'ensemble de tous les producteurs agricoles, on a des responsabilités et on a des devoirs. Donc il est important qu'on puisse vraiment apporter des réponses durables à toutes les problématiques du monde agricole. L'ANOPACI organise sa restructuration pour l'adapter au contexte actuel et à l'évolution de l'environnement du secteur agricole et du mouvement paysan en particulier. L'une des priorités, c'est effectivement avoir un plan de communication pour que le petit paysan qui se trouve sur les 322 000 km² qui exerce la profession agricole se dise « voici mon instrument d'autopromotion, mon instrument d'autodétermination qui est l'ANOPACI ». Le plan de relance coûtera un peu plus de 1 milliard de francs CFA à l'ANOPACI, selon son président. L'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire a été créée en 1998. Elle a pour vision d'assurer la défense des intérêts des producteurs, promouvoir la professionnalisation de l'agriculture, améliorer le revenu et le cadre de vie des agriculteurs et valoriser le métier de l'agriculteur. Direction la commune de Trècheville. La mairie a sensibilisé récemment les populations sur l'importance de l'état civil, notamment la déclaration des naissances et autres décès. C'était dans le cadre de sa journée porte ouverte de l'état civil. Les détails, Frédéric Oulaye et Franck Quadio. Mairie de Trècheville, les services de l'état civil loin de leur bureau habituel. Décor de circonstances bien visibles, Stéphanie s'y rend pour une demande d'extrait d'acte de naissance. Je suis venue pour prendre une copie d'acte de naissance de ma petite sœur. Non loin Guy Roland, lui se renseigne sur les pièces pour la constitution du dossier de mariage. Le service est rapide, en tout cas il est vraiment très professionnel. Les gens étaient vraiment cordiaux avec moi, en tout cas tout s'est bien passé. Nous sommes à la journée portes ouvertes de l'état civil de la mairie de Trècheville. Il s'agit pour cette municipalité de valoriser et promouvoir les services ainsi que les produits de l'administration communale. On se rend compte qu'il y a quelques-uns qui sont réticents. Nous voulons les amener à venir vraiment vers nous pour faire la déclaration. Une journée pour communiquer par la proximité, mais aussi par des échanges autour du panel. Le maire de la commune et le directeur général de la décentralisation prônent la sensibilisation du masse et le porte-à-porte. Nous avons organisé cette journée porte ouverte afin que les populations soient sensibilisées sur l'importance de l'état civil au niveau des déclarations de naissance
déclaration de décès, mais également pour les mariages qu'il faut régulariser, pour les diplômes qu'il faut légaliser. Depuis 2018 et les décrets d'application, on a commencé à sensibiliser. On fait des campagnes de sensibilisation, on a des secteurs, des zones où nous allons pour pouvoir accompagner. 0 non-déclaration de naissance et de décès. Réduction de production de faux documents. Exhortation au mariage. Quelques objectifs affichés par la mairie au terme de cette journée. Au chapitre religion, des prières dites pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'Église orthodoxe Patriarcat des Nations qui a célébré récemment sa rentrée pastorale 2022-2023 à Bofrodoumé, dans la région sud du pays. Pour en parler, Jean Djadji. Paroisse cathédrale Théotokos de Bofrodoumé, à 1 heure d'Abidjan. C'est dans cet édifice que 3000 chrétiens orthodoxes se sont réunis pour célébrer leur rentrée pastorale. Un moment pour prier pour les missionnaires de l'Église et dérouler la feuille de route. Après 2 heures de prédication et de prières charismatiques, la nouvelle année ecclésiastique est déclarée année de l'humilité, de l'amour et de la paix en Côte d'Ivoire. Au vu de ce mandat, fidèles et clergés s'engagent à se l'approprier. Nous venons le soutenir, nous venons l'accompagner. C'est une vision, celle d'étendre le règne du Christ au travers de l'Église orthodoxe ici en Côte d'Ivoire. Nous prions pour tous les leaders politiques en Côte d'Ivoire et nous prions bien sûr pour que Dieu fasse de cette nation-là une nation prospère, une nation hospitalière, une nation d'amour, une nation de développement. Au menu de cette rentrée pastorale, la remise des épées aux dames apostoliques, symbole de la mission évangélique qui leur est confiée. L'Église orthodoxe Patriarcat des Nations veut étendre la foi orthodoxe en Côte d'Ivoire à travers ce type de rassemblement spirituel. Elle revendique à ce jour 5000 fidèles. Ne laissons aucun répit au coronavirus, alors faisons-nous vacciner et surtout respectons les gestes barrières. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 7 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter actuellement en Côte d'Ivoire, 87 707 cas confirmés de coronavirus, 86 861 personnes guéries, 827 décès et 19 cas actifs. La vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite en Côte d'Ivoire. Un mot à présent sur le 17e championnat du monde des sports d'incendie et de sauvetage au feu. Cet événement s'est tenu récemment en Ouzbékistan. La Côte d'Ivoire était représentée par l'Office national de la protection civile, l'ONPC, qui a participé à cette compétition en tant qu'observateur. Les détails, Abou Sanogo. Ouzbékistan, Samarkand, ville hôte du 17e championnat du monde d'incendie et de sauvetage au feu. Première participation de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous des pompiers et sauveteurs. La délégation ivoirienne, conduite par le directeur général de l'ONPC, l'Office national de la protection civile, Amankou Kassigabé, s'est donné pour ambition de voir et comprendre la dynamique sociale du sauvetage sportif. Il s'agit des jeux pour maximiser notre endurance, mais aussi et surtout pour être auprès de l'action le plus tôt possible avec célérité, et cela renforce les capacités de nos pompiers. L'enjeu de fond pour ces jeux dédiés aux professionnels de la protection civile, c'est cultiver le goût de l'effort face aux différentes situations d'urgence qui se présentent au quotidien. L'ONPC entend donc s'imprégner des disciplines et équipements indispensables pour monter des équipes compétitives en vue de participer à ces jeux organisés annuellement. Les autres ont commencé plus tôt que nous. Nous prenons le pas. Mais ce qui est certain, à force de travailler, nous allons pouvoir atteindre ce niveau-là. Et nous pensons, au vu de ce que nous avions vu, nous pensons pouvoir compétir. Et le plus tôt possible. Au final, beaucoup de médailles pour la Biélorussie, la Chine, la Russie, la Turquie et l'Ouzbékistan. L'OIPC,
L'Organisation internationale de la protection civile encourage la Côte d'Ivoire et les autres États du continent africain à partir du statut d'observateur à celui de membre actif. En image, l'actualité hors de chez nous. Une attaque terroriste s'est produite hier à Djibo, ville sous blocus djihadiste depuis 3 mois, ville située dans le nord du Burkina Faso. Bilan, au moins 10 soldats morts et une 50aine blessés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.